Mesdemoiselles, Messieurs, nous en étions au grand B sur les évolutions récentes. Dans ce grand B, je vous avais parlé des recodifications et de l'inflation législative qui était énorme en droit de l'urbanisme et qui posait de vrais problèmes théoriques, on pourrait s'y étendre longuement, mais aussi et surtout pratiques, avec la nécessité pour une grande partie d'entre vous, et en tout cas une grande partie des praticiens, de jongler, utilisons le terme, avec différents codes, différents plans qui, en réalité, s'appliquent en même temps selon ce qu'on est en train de faire, en contentieux ou en train de pratiquer le plan, en train d'anticiper le plan d'après même, et avec une difficulté de source qui n'est pas du tout neutre. Je vous avez parlé des recodifications, et j'en étais donc à un petit 2 sur, parmi les évolutions, le droit de l'aménagement. Le droit de l'aménagement est une évolution récente. Disons que le droit de l'aménagement a évolué récemment. Pourquoi je le précise? Parce que les ZAC, les zones d'aménagement concertées, qui sont des zones, pour simplifier, qui ont pour objectif de refaire un quartier entier, eh bien ces zones sont des institutions anciennes. Donc dire que l'aménagement est un concept nouveau serait honnêtement une erreur. Prendre un quartier et l'aménager, le reprendre en main, le reconfigurer, n'est pas quelque chose d'ancien. En revanche, c'est devenu, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, un des modes principaux de l'urbanisme. J'ai une vingtaine d'années parce qu'en réalité, ça date pas mal de la loi SRU, Solidarité, Renouvellement Urbain. Ça ne vous dit pas grand-chose comme terme, vous vous demandez de quoi on parle. La solidarité, on comprend, mais le renouvellement urbain n'est pas un mot que vous avez en tête et que vous connaissez bien. Qu'est-ce que c'est que ce renouvellement urbain? C'est l'idée, non pas d'étendre la ville sur les champs, comme ça s'est fait dans les années 80, 70, 80, 90, avec les lotissements, mais de penser maintenant, en tout cas à cette époque-là, il y a une vingtaine d'années, à renouveler l'urbain existant. Renouveler l'urbain existant, ça veut dire prendre des quartiers qui étaient en mauvais état pour en refaire des quartiers d'habitation qui soient, et de vie en général, hein, de travail, de loisirs, qui soient de bonne qualité. Éviter donc qu'il y ait des quartiers abandonnés parce qu'ils ne sont plus à la mode et les re-rendre à la mode, les reconfigurer. Dans cette envie de reconfiguration, vous le ferez tous l'an prochain en Master 2, il y a aussi l'idée que de ma quartier mono-activité, vous avez peut-être entendu parler des ZUP. Les ZUP, c'est un terme qui n'existe plus aujourd'hui, c'est des zones à urbaniser en priorité. Ce n'est plus du tout dans le droit positif. Et quel était l'objectif de la ZUP? C'était de construire des grands ensembles. En fait, nos banlieues dortoirs, ou plutôt nos banlieues cités, sont issues de ZUP, c'est-à-dire sont issues de zones dans lesquelles on a pris comme principe qu'elle allait faire surtout du logement, et beaucoup. Et casser les ZUP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire éviter les mono-activités. L'aménagement aujourd'hui, et vous le ferez spécialement l'an prochain, qu'est-ce que c'est? C'est au contraire prendre un quartier et lui redonner plusieurs activités. C'est la ville du quart d'heure dont je vous ai parlé rapidement. C'est l'idée de développer des quartiers qui sont des mini-villes par rapport à ce qu'on prévoyait dans les années 30, c'est-à-dire les grandes orientations des grands quartiers mono-activités, qui étaient reliés par de la voiture. Donc en 2000, on voit très bien qu'il faut renouveler des quartiers qui sont en mauvais état. Et donc on relance cette politique d'urbanisme par l'aménagement. On avait, et on garde encore, la planification. On fait des plans, à partir de la planification, on va donner des autorisations. Ça reste tout à fait habituel, tout à fait utilisé. Mais l'idée de dire de temps en temps, on va prendre un quartier, on va le réaménager entièrement, on va renouveler l'urbain existant, c'est aussi un mode normal de droit de l'urbanisme aujourd'hui. Alors, à Toulouse, il y a de mémoire un peu plus d'une vingtaine de zones d'aménagement. Donc les grosses opérations urbanistiques à Toulouse, eh bien, ce sont des zones d'aménagement. Pas forcément sous la forme de ZAC, même si c'est la plupart du temps le cas, mais des zones qu'on réaménage complètement. D'accord? Ça, c'est une évolution importante. Cette évolution, elle a eu des implications importantes dans d'autres cours que vous voyez.
et sur ce que vous connaissez des collectivités territoriales. Il faut que ceux qui sont en Master 3 des collectivités en aient bien conscience, et les autres aussi. On est en train de parler d'une interdépendance du droit administratif que vous faites qui est important. Donc, que s'est-il passé? À partir d'une situation dans laquelle la collectivité voulait refaire des quartiers, on a développé des compétences pour cela. Ces compétences pour cela, vous en connaissez la principale forme, ce sont les SEM. Les sociétés d'économie mixte ont un rôle très particulier dans l'aménagement. D'ailleurs, au départ, ce type de SEM, il y en a qui ont été faites pour l'aménagement. C'était la première étape, développement d'un milieu économique mixte, local, milieu qui a dû évoluer à partir d'un arrêt de la Cour de justice, CJCE, 18 janvier 2007, Auroux, A-U-R-O-U-X, contre commune de Roanne. Auroux contre commune de Roanne. Et Roa 2 NE. Affaire C220/05. Affaire C220/05, pour que vous puissiez la trouver facilement. Cet arrêt de la Cour de justice a ensuite eu des conséquences plus précises en France grâce à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, CA Bordeaux, 9 novembre 2004, Sogedis, c'est une SEM à La Réunion, contre commune de Cilaos. Cilaos, c'est l'un des cirques de La Réunion. D'accord? Pas un cirque Pinder, hein, un cirque... Sogedis contre commune de Cilaos, de 2007, de 2004, pardon, qui avait anticipé, oui, plutôt que, puisque c'est avant, qui avait anticipé l'arrêt de la Cour de justice plus général. De quoi s'agit-il dans ces arrêts? Dans ces arrêts, eh bien, les juges ont considéré que faire un aménagement par une SEM s'assimilait à faire des travaux et que par conséquent, ce type de contrat devait être soumis au droit européen de la commande publique. Il s'en est suivi une loi du 20 juillet 2005 qui a réformé le droit des concessions d'aménagement et bien entendu, la réforme du Code de la commande publique a parachevé la situation actuelle. Quelles conséquences concrètes? Eh bien, lorsqu'une commune veut faire un aménagement, c'est-à-dire organiser le nouveau quartier, et que son concontractant, dans une plus ou moins grande mesure, refasse les routes, réaménage au sens classique du terme, c'est-à-dire refasse les réseaux, voire construise une partie des bâtiments, eh bien pour accorder ce contrat à une entreprise aménageuse, y compris quand elle est une société locale, elle doit se soumettre au droit de la commande publique. Or, vous le savez, juste avant le Code de la commande publique, qu'est-ce qu'on avait? On avait une situation où les SEM ne pouvaient plus répondre en in-house. C'est-à-dire que les SEM devenaient mis en concurrence avec les autres aménageurs privés. Et ça a induit une réforme législative, puisque pour ne pas être soumis à la concurrence, elle devait être à 100% publique, et c'est là qu'on a créé les SPL, Sociétés publiques locales. Les SPL qui sont 100% publiques. D'accord? Et quelle est la première SPL qu'on a créée? C'est les fameuses SPLA. Les SPLA, les SPLA, ce sont les sociétés publiques locales d'aménagement.
Donc on a modifié le droit des entreprises publiques locales de manière à ce qu'elles puissent répondre en in-house au droit de la commande publique. Je vais le dire de manière plus simple, un peu moins juridique. On doit mettre en concurrence une entreprise quand elle est au moins un peu privée, pour lui donner un marché public qui est celui de faire une zone d'aménagement ou une concession qui est celle de faire une zone d'aménagement. À partir du moment où le co-contractant dépend beaucoup, on verra ça au second semestre en droit de la commande publique, mais vous le verrez aussi en droit des services publics, dépend beaucoup à 80% de son activité et à en fait 100% de son capital, un peu moins aujourd'hui, il y a eu un aller et un retour dans le droit récent, mais dépend quasi exclusivement de plusieurs collectivités, eh bien, il peut ne pas être mis en concurrence. On va considérer qu'il est in-house, dans la même maison, qu'il est tellement dépendant de la collectivité publique qu'elle n'a pas à le mettre en concurrence. C'est de la quasi-régie. C'est presque de la régie, c'est presque comme si la collectivité le faisait elle-même, puisqu'elle le fait avec quelqu'un qui est très dépendant d'elle, avec une société très dépendante d'elle. Donc, dans ces cas-là, on a créé les SPLA de manière à ce que la collectivité publique fasse faire par sa propre entreprise publique l'aménagement des quartiers. D'accord? Donc, cette évolution du droit de l'urbanisme a eu un impact faramineux sur les entreprises publiques locales et cela sous l'influence du droit de la commande publique. Vous voyez que les droits se mélangent pas mal en la matière et que votre compétence de master de droit public pour certains et de master IMO doit aussi savoir piocher dans les autres droits sans se dire « Ah oui, mais moi, je suis en droit IMO, j'y connais rien en société publique locale. » Si vous ne connaissez rien en société publique locale, vous ne pouvez pas faire du droit immobilier. C'est impossible aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'une grande partie de tout ce qui se construit dans les collectivités sous l'influence publique le sont en partie par des sociétés publiques locales, par des sociétés d'économie mixte. D'accord? Et soit dit en passant, une partie des emplois que peuvent avoir les IMO aussi, au départ plutôt privatistes, eh bien, c'est aussi dans les sociétés publiques locales, les sociétés d'aménagement, les SPLA, tout ce qui va faire de l'aménagement comme ça. C'est un bassin d'emploi pour les publicistes comme pour les IMO qui est assez important. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une très grande évolution du droit de l'urbanisme, le fait qu'on maintient l'urbanisme réglementaire, comme on l'appelle, les plans avec leurs différents niveaux et les autorisations fondées sur ces plans, mais qu'on va aussi développer autre chose qui est l'aménagement, quartier par quartier, des énormes opérations de plusieurs dizaines de millions d'euros, passionnantes, qui multiplient droit administratif des biens, droit privé des biens, droit de la promotion immobilière, droit des lotissements, droit de l'urbanisme en général, sociétés publiques locales, décisions administratives, et qui en font des opérations passionnantes pour le juriste en tout cas. Ça permet de développer ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse parfois l'ingénierie contractuelle pour des gens comme vous qui êtes formés à ça. Ça vous fait peur maintenant, j'en suis bien conscient, mais en réalité, avec un peu de pratique, on vous a déjà donné et on va continuer à vous donner les outils pour faire ce genre d'ingénierie contractuelle. C'est des boulots passionnants, vraiment. Il y a vraiment de quoi s'amuser tous les matins, tous les lundis matins, en arrivant au boulot. D'accord ? Paragraphe 2, la définition du droit de l'urbanisme. Paragraphe 2, la définition du droit de l'urbanisme. Grand A, la définition. Écoutez, on va faire un truc qu'on ne fait plus beaucoup en Master 1, mais qu'on fait dans les autres matières. Je vais vous la dicter, elle fait 3 lignes et demie, et donc à vos claviers. Le droit de l'urbanisme est un ensemble d'institutions et de règles, institutions au pluriel et des règles au pluriel. Le droit de l'urbanisme est un ensemble d'institutions et de règles encadrant l'utilisation des sols. Le droit de l'urbanisme est un ensemble d'institutions et de règles encadrant l'utilisation des sols, ouvrez la parenthèse, leur affectation, leur protection et leur esthétique. Leur affectation, leur protection et leur esthétique, fermez la parenthèse, issus de lois, c'est le droit qui est issu de lois, au pluriel, d'actes administratifs unilatéraux, au pluriel aussi, ouvrez la parenthèse, sous forme de documents écrits ou de plans. Je précise parce que c'est original. Il est rare qu'un acte administratif prenne la forme d'un plan, mais le plan a la même valeur juridique que l'acte écrit à côté. Donc le plan fait partie de l'acte administratif.
Donc sous forme de documents écrits ou de plans, fermez la parenthèse, et de contrats. Les fameuses concessions d'aménagement, par exemple, sont du droit de l'urbanisme qui est passé par contrat, hein, afin de faire respecter les volontés de développement, et d'aménagement des collectivités publiques. Le droit de l'urbanisme est un ensemble d'institutions et de règles encadrant l'utilisation des sols, leur affectation, leur protection et leur esthétique, issus de lois, d'actes administratifs unilatéraux sous forme de documents écrits ou de plans et de contrats, afin de faire respecter les volontés de développement et d'aménagement des collectivités publiques. Vous le voyez, c'est une définition assez large du droit de l'urbanisme. Hein, et ça prend en compte le fait qu'on ne va pas parler que de l'urbanisme réglementaire, on va aussi parler de l'aménagement, aussi des contrats. Ça prend en compte le fait que le droit de l'urbanisme a beaucoup de pouvoirs différents. Hein, ça peut jouer sur l'esthétique, l'affectation des biens. Est-ce qu'on a le droit de faire est-ce qu'on a le droit de faire un commerce à un endroit alors qu'il y avait un bâtiment d'habitation? Est-ce qu'on a le droit de faire l'inverse? Est-ce qu'on a le droit de faire un bâtiment d'habitation et il y avait un commerce? Ben non, pas toujours. Le droit de l'urbanisme peut limiter ça. On verra que c'est une forte limitation au droit de propriété. Et tout ça, pourquoi? Ben parce que derrière, la collectivité, et c'est en ça que c'est un droit administratif, c'est en ça que c'est un droit public, a une volonté de développement. Et qu'elle a un très fort pouvoir de limitation du droit de propriété de tous, dans le but d'avoir une plus belle ville, une meilleure ville. C'est un droit extrêmement puissant. D'accord? C'est un droit extrêmement puissant. Alors, justement, prenons quelques éléments. Quand on voit droit de l'urbanisme, hein, pour préciser cette notion, je vais donner quelques précisions sur la notion. Quand on voit droit de l'urbanisme, ça renvoie évidemment au latin urbs urbis, qui veut dire la ville. On pourrait partir du principe que l'urbs urbis, vous ne savez pas que urbs urbis veut dire la ville? C'est mal. Vous n'avez pas fait latin. Ah bon. Donc urbs urbis, U-R-B-S, hein, urbs urbis. L'urbs, c'est comme ça qu'on appelait Rome avant. Ça veut dire la ville en latin. On pourrait partir du principe que le droit de l'urbanisme, donc, est un droit uniquement de la ville. C'est un peu plus large que ça. Parce qu'en réalité, le plan d'urbanisme va organiser tout le territoire de la commune. Il va évidemment avoir pour objectif de dire où on peut transformer les champs ou la nature en ville. Donc, de ce simple fait, il va aussi toucher à la nature. Mais au fond, il va aller plus loin. Il va donner quelques droits à construire en pleine campagne. On le verra dans des zones agricoles, voire dans des zones naturelles. Donc ça veut bien dire que ce droit de l'urbanisme ne touche pas que la ville. Il est lui-même plus large que ça. C'est plus un droit des sols qu'un droit simplement de la ville, même si ça touche en quelque sorte la transformation des sols en ville ou des éléments urbains de construction en dehors de la ville. On voit l'ambiguïté de ce terme. C'est un droit codifié, deuxième point. C'est un droit codifié. Et je pense qu'un droit codifié permet de dire qu'on est bien face à une matière, à une unité. Quand on a un code dans une matière, c'est que cette matière a une unité, une forme d'autonomie par rapport au droit général. Ça doit rassurer les privatistes. Je vous l'ai dit au premier cours, je crois, c'est vrai qu'avoir en tête tout le droit administratif de deuxième et de troisième année n'est pas nécessaire pour faire du droit de l'urbanisme. Il y a évidemment des points qui vont être plus tendus. C'est sûr que ne pas avoir fait contentieux administratif quand on fait contentieux de l'urbanisme, sachant que le contentieux de l'urbanisme, en réalité, est un contentieux spécial du droit administratif, ça va être plus compliqué, il faudra avoir quelques bases de contentieux administratif. Mais néanmoins, la plupart des règles générales du droit de l'urbanisme, elles sont des règles d'urbanisme, elles ne sont pas des règles de droit administratif qu'on est nécessairement rattachées à une règle générale. Donc rassurez-vous sur ce point. C'est aussi, je le dis en fin de définition, un droit au service des politiques publiques. Utiliser le droit de l'urbanisme, ça n'est pas neutre. C'est un outil politique. Savoir si une ville va se développer au nord ou au sud-ouest de son propre territoire,
C'est pas neutre, c'est important. On va le voir rapidement, les effets sur le droit de propriété, vous allez vous rendre compte que c'est très important. Et ce choix ne peut être qu'un choix démocratique et politique. Il ne peut être qu'un choix local démocratique. C'est pour ça, d'ailleurs, que le droit de l'urbanisme est un des tout premiers droits qui a été décentralisé. Il est décentralisé, on en donne la compétence au maire, au maximum, qui est près du terrain et qui peut choisir avec les citoyens de la commune comment on veut que le territoire se développe. On va d'ailleurs avoir des enjeux urbanistiques dans presque toutes les élections municipales. Au centre-ville de Toulouse, est-ce qu'il faut continuer les travaux du centre-ville ou pas? Vous vous souvenez peut-être aussi, on a entendu nationalement, parce que ce qui se passe à Paris va dans les radios, pas forcément ce qui se passe localement, mais on a entendu nationalement parler de l'histoire des travaux à Paris. Il y avait tellement de travaux à Paris que Hidalgo l'a subi lors des élections, même si elle a été réélue. C'était un enjeu contre l'élection d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris, parce qu'il y avait trop de travaux. D'accord? Voilà, ça fait partie des enjeux politiques locaux. Le droit de l'urbanisme est aussi l'occasion d'agir sur d'autres politiques que la seule ville. Et va être obligé d'être un moyen d'action un peu décalé d'autres politiques. Je pense notamment aux politiques de l'environnement. On peut, à travers le droit de l'urbanisme, poursuivre un objectif politique environnemental. Bien plus d'ailleurs qu'en voulant supprimer des sapins de Noël sous prétexte qu'ils sont vivants. C'est peu crédible. Mais l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que les textes nationaux vont parfois obliger à avoir une politique environnementale par la politique d'urbanisme. Les textes nationaux vont obliger à avoir une politique environnementale à travers l'urbanisme. Un exemple simple pour que vous compreniez, lorsqu'on a un plan national qui porte atteinte à l'environnement, eh bien, on va avoir des obligations locales d'études environnementales. C'est-à-dire que toute personne publique, donc tout maire élu même, disons-le comme ça, qui veut modifier l'urbanisme de sa ville, va se trouver confronté, la plupart du temps, à devoir évaluer les conséquences environnementales de sa ville, même s'il n'est pas du tout écolo et qu'il n'a pas été élu contre ça, qu'il a même pu être élu contre les écolos. La politique nationale va l'obliger à prendre en considération l'environnement pour modifier son plan de ville. D'accord? Donc vous voyez que c'est éminemment politique. Alors, et malgré tout, autre caractéristique, c'est quand même un droit administratif. Il faut bien le reconnaître. Le droit de l'urbanisme est quand même un droit administratif. On va y retrouver des actes administratifs unilatéraux, le PLU, c'est un acte réglementaire, le SCOT est un acte réglementaire, on va retrouver des actes individuels, tous les permis, on va retrouver des contrats, les concessions d'aménagement dont je viens de vous parler, qui sont des contrats administratifs, bien entendu. On va retrouver un contentieux administratif pour tous ces actes. On peut même dire que le contentieux administratif de l'urbanisme est un contentieux en avance, en tout cas un laboratoire du contentieux administratif général. Quand on fait du contentieux administratif de l'urbanisme, on sait qu'on a des années d'avance sur ce qui peut arriver en contentieux général. Et qu'en tout cas, les enjeux forts du droit de l'urbanisme, des recours en droit de l'urbanisme actuellement, sont en train de se décaler sur le droit administratif général. Pour vous en parler 2 minutes, c'est le cas notamment de l'enjeu de sécurité juridique. On comprend bien que la sécurité juridique est un point important, notamment en droit de l'urbanisme. Soyons concrets, lorsqu'on demande un permis de construire, je vous l'avais dit, un tiers des Français sont touchés tous les ans, plus ou moins directement, par un acte d'urbanisme, c'est quand même beaucoup. Quand on a un acte d'urbanisme, c'est souvent parce qu'on veut agrandir sa maison pour y habiter, construire une maison pour y habiter, ou que quelqu'un construit une maison dans laquelle on va déménager. Une maison, un appartement, que sais-je. C'est
enjeux-là méritent une forme de stabilité. Si vous mettez toutes vos économies et que vous endettez pour 25 ans pour acheter une maison, vous n'avez pas envie que votre acte juridique soit instable. Vous ne dites pas « j'ai quand même une chance et c'est normal que mon permis soit annulé 6 mois plus tard, 8 mois plus tard ». Non, vous voulez une sécurité, vous voulez assurer que le permis est définitif, qu'il ne peut plus être contesté avant de commencer à construire. Vous n'allez pas perdre cet argent ou être obligé de détruire après tout ça. Donc l'enjeu de sécurité juridique est fort. Et sous le prétexte de cet enjeu de sécurité juridique, toutes les réformes ces dernières années du contentieux d'urbanisme ont en fait empêché les gens de faire des recours. Par exemple, lorsque vous contestez le permis d'un voisin, d'accord, vous, petit particulier, vous devez obligatoirement prévenir le bénéficiaire et l'auteur de l'acte, disons-le simplement, celui qui a eu le permis et le maire de la commune qui l'a donné la plupart du temps. Ce n'est pas toujours le maire qui donne le permis, mais partons de ce principe simple et qui est le cas la plupart du temps. Si vous ne les prévenez pas, tout recours est irrecevable et c'est une ordonnance rapide fait par un stagiaire du tribunal administratif qui va dire « pas droit au recours, merci, au revoir ». Est-ce que c'est normal de mettre en place une limite aussi formelle au recours en supprimant de fait le droit au recours pour tous les petits particuliers sous prétexte de stabilité juridique? Ces enjeux-là, on les retrouve dans tout le contentieux administratif aujourd'hui. Voilà. Et donc ça en fait un contentieux extrêmement intéressant. Le fait que ce soit un droit administratif se voit aussi parce que c'est un droit des collectivités territoriales en général, avec des règles communes. D'accord? Grand B, les liens avec les matières connexes. Grand B, les liens du droit de l'urbanisme avec les matières connexes. Les liens du droit de l'urbanisme avec les matières connexes. Alors, on a effectivement différentes matières qui sont liées au droit de l'urbanisme, qu'on va voir rapidement. Petit 1, les différentes matières liées. Les différentes matières liées. Avec à chaque fois une ambiguïté. Ce sont bien des matières différentes, d'accord, qui ont parfois, et je vous prenais le cas du code tout à l'heure, qui ont parfois leur code à eux. Le code comme marque d'une autre matière du droit public, une autre matière du droit privé même. Voilà. Mais néanmoins, on va avoir des interconnexions entre ces différentes matières du droit administratif ou pas, avec le droit de l'urbanisme. D'abord, interconnexion avec le droit de l'environnement. Commençons certainement avec le droit avec lequel il y a plus de liens. Je vous disais hier qu'il y avait eu la dernière fois, qu'il y avait eu un code de l'urbanisme et de l'habitation. Aujourd'hui, la matière avec laquelle le droit de l'urbanisme a le plus de liens, c'est plutôt le code de l'environnement, qui n'existait pas à l'époque, que le droit de l'habitation. Le droit de l'environnement est un droit à part, avec son code à lui, et les relations entre les deux droits sont assez ambiguës. Si on en croit Michel Prieur a une définition du droit de l'environnement dans son manuel chez Dalloz, son précis Dalloz. Il a une définition du droit de l'environnement qui marche par cercle concentrique. C'est-à-dire qu'il y a le cœur du droit de l'environnement, et puis plus on s'éloigne, plus c'est de l'environnement, mais de manière plus ou moins directe, avec d'autres matières. Eh bien, dans la définition de Michel Prieur, le droit de l'urbanisme est un petit peu annexé par le droit de l'environnement. Dans le troisième cercle de la définition de l'environnement, dans son troisième cercle, il y a bien le droit de l'urbanisme. Comme si le droit de l'urbanisme était devenu une forme de droit de l'environnement, à partir d'un droit de police un peu ancien. Aujourd'hui, le grand enjeu, c'est l'environnement. L'urba est annexe. Et pourtant, je pense que voir ces matières comme des galaxies qui s'opposent et qui ont des liens entre elles est beaucoup plus pertinent. Il y a, à l'inverse, du droit de l'environnement qu'on veut développer, dont on se rend compte que mettre dans le code de l'environnement n'est pas pertinent, et que c'est à l'occasion de politiques urbanistiques qu'on va véritablement développer le droit de l'environnement. Donc, on pourrait aussi dire qu'une partie du droit de l'environnement a été annexée, absorbée par le droit de l'urbanisme. Et c'est derrière les vrais enjeux qui sont des enjeux urbanistiques
qu'on va défendre l'environnement sur tel ou tel point. En tout cas, de matières différentes avec de forts liens. Pour vous donner cet exemple, en matière de planification urbanistique, on va avoir des politiques sectorielles qui sont de plus en plus intégrées dans le SCOT. Le schéma de cohérence territoriale, le plan intercommunal ou interintercommunal, eh bien, ce plan-là, toutes les réformes ont poussé à ce qu'il intègre des politiques sectorielles, parmi lesquelles l'environnement. Le plan de mobilité, par exemple, va être dans le SCOT, dans une partie des cas. Les politiques relatives au climat, à l'air, à l'énergie, les politiques de densité, tout ça va être dans le SCOT. Or, le SCOT est un plan d'urbanisme. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que ce n'est pas le droit de l'environnement qui absorbe le droit de l'urbanisme, c'est le droit de l'urbanisme qui, dans ses plans stratégiques, dans le SCOT, va intégrer des objectifs environnementaux de telle manière que c'est lui qui prend à cœur l'environnement. D'accord ? C'est des batailles qui n'en sont pas, c'est pour vous faire réfléchir et vous faire prendre conscience que ces matières sont en interaction. Deuxième matière en lien avec le droit de l'urbanisme, c'est le droit du domaine public, le droit des propriétés publiques. Ce sont des droits différents qui touchent tous les deux au sol. Et on voit bien le développement de politiques un peu communes. Il faut bien reconnaître que le domaine public va parfois être l'occasion de grandes opérations d'aménagement ou de développement de la ville. Prenez l'exemple de l'endroit où nous sommes. Comment est-ce qu'on appelle ce bâtiment? On l'appelle l'Arsenal. Pourquoi il s'appelle l'Arsenal? Parce que c'est un arsenal militaire avant. Vous voyez bien qu'on a transformé un arsenal militaire en université, on a fait une opération d'aménagement, de la même manière Compense Caffarelli, c'était aussi une zone militaire, et Compense Caffarelli, tout le quartier a été aménagé sur la base du domaine public militaire qui existait auparavant. Donc on voit les liens entre les deux. L'air de rien, le droit du domaine public est au départ plus fait pour protéger et le droit de l'urbanisme plus fait pour réguler les propriétés privées. Néanmoins, le droit de l'urbanisme régule aussi les propriétés publiques et une personne publique doit demander des permis exactement au même titre que les personnes privées. D'accord ? Le droit de l'expropriation aussi. Le droit de l'expropriation, c'est un autre droit public qui touche au sol lui aussi, et en ce sens, il a un lien avec le droit de l'urbanisme. Et là aussi, des relations un peu ambiguës, il est différent, mais il est bien évident que pour une grande opération d'aménagement, bien souvent, on fera une expropriation pour faire l'opération dans son ensemble. Donc on va avoir des liens entre les deux. Ensuite, il y a le droit de l'aménagement du territoire. Pendant longtemps, on parlait de droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, avec une ambiguïté. L'aménagement du territoire était aussi compris comme l'aménagement local, c'est-à-dire les zones d'aménagement. On appelait ça de l'aménagement. Or, aujourd'hui, l'aménagement du territoire est quelque chose de beaucoup plus macro. C'est plutôt uniquement pris comme les équilibres entre les régions. L'aménagement du territoire, c'est la politique qui a développé le TGV. C'est la politique qui a développé les villes nouvelles pour faire des métropoles d'équilibre. C'est la politique qui a fait faire une route 2x2 voies, qui n'est malheureusement pas une autoroute, qui fait le tour de la Bretagne dans les années 70 pour désenclaver la Bretagne. D'accord ? Donc, c'est ça l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on le prend l'aménagement du territoire national et plus local. Alors, on voit bien en quoi ils se sont séparés, ces matières se sont séparées. Le droit de l'urbanisme est une matière plus locale et le droit de l'aménagement une matière plus nationale. Sauf qu'on est aussi en train de les rapprocher. Il y a des plans, il y a des opérations nationales qui sont de l'aménagement du territoire et qui vont avoir un impact direct sur le droit de l'urbanisme. C'est le cas, par exemple, des OIN, opérations d'intérêt national. La Défense, c'est une opération d'intérêt national. La zone de la Défense à Paris est sur 3 communes différentes. Vous imaginez bien qu'on verra le statut de l'opération d'intérêt national. Au fond, les communes n'ont plus aucun pouvoir sur les permis et sur le droit de l'urbanisme. À leur droit, on a mis la Défense sur leur territoire. Donc c'est bien l'opération d'aménagement national, l'aménagement du territoire, qui a
conduit à la perte de pouvoir local sur le droit de l'urbanisme. On a la même chose avec les SRADET aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est les SRADET? S-R-A-D-D-E-T. Les SRADET, ce sont les schémas régionaux d'aménagement et développement durable et d'égalité des territoires. Schémas régionaux d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires. Ces SRADET, on les retrouve aux articles L4251-1, L4251-1, 4251-1. Mais pour écrire, je trouve que c'est plus pratique de diviser en deux. D'accord ? Donc souvent, quand il y a 4 chiffres à un code, je vous divise. Voilà. Donc L4251, donc 4251-1 et suivant du CGCT. C'est un plan de niveau régional, et comme vous savez que les régions ont elles-mêmes grandi, on a 13 grands plans régionaux que sont les SRADET en métropole, et ces 13 SRADET vont en partie s'imposer au plan d'urbanisme. Ce plan, ce schéma régional d'aménagement, c'est un schéma qui ressort beaucoup plus de l'aménagement du territoire. Ce sont les grandes politiques de transport, d'énergie, de développement durable de la région. Et évidemment, quand on fait passer une autoroute à un endroit, qu'on fixe des objectifs en matière d'énergie durable à tel ou tel endroit, eh bien évidemment, il faut le traduire dans les plans inférieurs et on va avoir des plans urbanistiques qui vont prendre en compte le SRADET. D'accord ? Autre matière, la politique de la ville. Toutes ces choses-là sont des matières que vous avez peu fait. Alors, un peu le droit de l'environnement, ça commence, il y en a qui sont en master et qui vont encore plus se développer. Droit du domaine, vous l'avez fait, mais politique de la ville, vous ne l'avez pas beaucoup fait. La politique de la ville, c'est une politique beaucoup plus sociale. Ça commence en 1977, par ce qu'on a appelé le plan banlieue. Vous voyez qu'on s'est rendu compte assez vite que les banlieues étaient socialement quelque chose d'un peu compliqué, puisque dans les années 60-70, on développe les banlieues et les grandes tours, et puis en 77 déjà, on se rend compte que ce n'est pas terrible. Donc, qu'est-ce que c'est que cette politique de la ville? Elle a oscillé entre deux choses. D'abord, une politique très sociale. Et quand la gauche était au pouvoir, la plupart du temps, la politique était très sociale. On mettait des éducateurs, on faisait des MJC, on mettait de l'argent dans les MJC, hein, c'est tout ça. On faisait de l'aide à l'enfance, on mettait des soutiens après l'école, en essayant de sortir de la misère sociale, de faire réussir par l'école les gens. À l'inverse, quand la droite a été au pouvoir, il y a eu plusieurs réformes où on jouait plutôt sur le développement personnel, c'est-à-dire en disant il faut qu'il se bouge, et à l'inverse, on jouait plus sur la ville elle-même. On assurait la sécurité de la ville, on voulait le faire en tout cas, donc on luttait contre la délinquance pour que les gens puissent aller à l'école tranquille, pour ne pas être attirés par le deal, on repeignait les cages d'escalier, on faisait de la rénovation urbaine un peu, c'est-à-dire qu'on améliorait les habitats, on en construisait des mieux, etc. Donc avec les deux aspects, l'un social, l'autre plus sécuritaire, etc. Très marqué, droite et gauche, comme on peut s'imaginer les politiques des différents partis. Aucun des deux n'a réussi. La politique de la ville a été globalement un échec. Aujourd'hui, on fait un peu des deux. C'est moins marqué politiquement, hein, c'est un peu plus macronien, soit dit en passant. On fait à la fois de la sécurité et en même temps de l'aide. Cette politique de la ville, vous voyez, elle est en lien, encore une fois, avec le droit de l'urbanisme, mais elle n'est pas du droit de l'urbanisme. Le droit de l'urbanisme peut améliorer la situation sociale, mais ça n'est pas de la politique sociale, ça n'a pas de ce type de politique. Aujourd'hui, se développe une autre vision qui est la vision droit de la ville. C'est une vision développée par Jean-Bernard Roby. Jean-Bernard Roby qui a été à moi mon prof de droit d'urbanisme quand j'étais à votre place exactement en amphi, en quatrième année, en maîtrise disait-on à l'époque, un truc de vieux quoi. Jean-Bernard Roby qui, quand il était à Sciences Po, développait ce droit de la ville en disant justement, je vais essayer de casser ces approches disciplinaires.
C'est-à-dire dire, d'un côté, il y a le droit du domaine, d'un côté, il y a ça. Je vais essayer de faire un cours, il a fait donc un cours et un ouvrage, autour du droit de la ville dans son ensemble, en disant, mais en fait, la ville, c'est toutes ces choses en même temps, et donc je vais vous faire du droit de l'urbanisme mélangé avec les autres. Mélangé, ce n'était pas non plus un foutoir, mais c'était un cours qui se voulait assez global sur la ville. D'accord ? Ça rappelle d'ailleurs un livre qui existait auparavant de Michel Huette, qui s'appelait Droit de l'urbain. Donc, je ne vous demande pas d'avoir une approche droit de l'urbain ou droit de la ville, c'est-à-dire une approche globale, parce qu'on va faire du droit de l'urbanisme, mais ce que je vais vous demander de faire, c'est quand même d'être assez ouvert sur les autres matières. Et de bien comprendre que ce semestre, un peu indépendant parce qu'il a son code à lui, un peu d'une matière à part, on est d'accord, qui a son unité, eh bien en réalité, quand vous aurez à en pratiquer, la plupart du temps, vous serez quand même confronté au lien entre cette matière et les autres. Les autres matières que je viens de citer seront toujours dans les dossiers un peu compliqués que vous aurez en droit de l'urbanisme. Parce qu'à partir de maintenant, et c'est peut-être le plus grand apport du master par rapport à la licence, c'est qu'en licence, on vous laisse un peu zapper les semestres, hein, vous avez votre examen, pouf, vous n'en parlez plus, et puis au fond, le fait que en L3, en contentieux, on veuille vous parler d'un acte administratif latéraux, vous sentez légitime à dire « Ah oui, mais non, mais ça, c'était l'an dernier ». Quand ce n'est pas le semestre d'avant, « Ah oui, mais ça, c'était le semestre d'avant, on a oublié ». C'est pas grave, c'est un truc de L2, on est en L3, pourquoi on nous parle d'un truc de L2? C'est hors programme. En fait, ça n'existe pas. Le truc en Master 1, c'est que les programmes ils sont toujours cumulés. Sinon, vous ne feriez qu'une année de droit, la 5e. Et on irait vous envoyer travailler. On ne vous fait pas faire les 4 premières années de droit juste pour le plaisir de vous apprendre des trucs que vous oubliez dans la foulée. C'est parce que c'est utile, parce que les matières que vous faites vont vous servir. Donc, le Master, c'est aussi une obligation de, à travers les nouvelles matières, vous remettre à jour sur les anciennes, parce que vous devrez les connaître pour travailler. C'est ça la vérité de la vraie vie. D'accord ? Donc, arrêtez de zapper. Le master, le fait de lui donner une unité avec la sélection à l'entrée, vous permet de vous dire, les 4 prochains semestres, c'est la même chose. Et pour utiliser ces 4 prochains semestres, j'ai aussi besoin de ressources que j'ai apprises en première année. Quand en urbanisme, on va faire l'acte unilatéral et les conditions spéciales pour attaquer l'acte unilatéral qu'est le PLU, vous imaginez bien que je ne vais pas vous faire toute la conception de l'acte unilatéral de la L2, que je ne vais pas vous refaire tout le contentieux général de la L3, sous prétexte de vous faire comprendre la règle spéciale du droit de l'urbanisme. Donc c'est à vous, à l'occasion de la règle spéciale, de revoir la règle générale pour ne pas l'oublier. D'accord ? J'insiste parce qu'en fait, je pense que c'est le plus gros drame d'entre vous et c'est ce qui fait qu'on réussit ou qu'on rate après, ou qu'on est un bon professionnel ou qu'on ne l'est pas. Cette capacité à rassembler les données que vous avez eues avant et là, à vous constituer une culture générale de juristes dans vos domaines. Les IMO, les notariaux, vous avez beaucoup de droits privés, mais il y a aussi du public, tout ça c'est la même chose, vous allez les mettre en cohérence et savoir les utiliser ensemble. Voilà. Les publicistes, ce sera plus des règles de droit public en général, mais vous devrez les utiliser ensemble. Il y a peu d'affaires, peu de cas, peu de dossiers, que ce soit en administration, devant un juge, quand on est avocat, etc., qui ne vous permettent de mobiliser qu'un semestre. Voilà. Quand je dis peu, ça n'arrive pas. Ou alors, c'est des choses très répétitives et parfaitement ennuyeuses. Voilà. Ce n'est pas le métier que vous voudrez le plus le faire. D'accord ? Voilà. J'aurais pu aussi rajouter le droit rural, qui en fait est en lien, encore une fois, avec le droit de l'urbanisme. Hein. Le droit rural, mais qui parle surtout des exploitations agricoles, un peu moins des constructions, mais qu'il ne faut pas non plus complètement opposer. Encore une fois, je vous le rappelle, je vous l'ai dit au début, le droit de l'urbanisme, ça touche aussi les constructions à la campagne. Donc en fait, ce n'est pas le droit rural pour la campagne et le droit de l'urbanisme pour la ville. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu plus compliqué. On va taper là directement dans du un peu dur juridique, dans du droit public avancé, avec un petit 2, le principe de l'indépendance des législations et ses tempéraments. Et ses limites, vous pourriez mettre, mais le principe de l'indépendance des législations et ses tempéraments. Petit 2. Qu'est-ce que c'est que le principe de l'indépendance des législations? Ce principe veut, à la limite je vous le dicte, d'accord? Comme ça sera écrit comme il le faut. Ce principe veut que lorsque 2 règles nécessitant une autorisation
sont applicables à une situation l'autorisation accordée au titre de l'une des législations, virgule, l'autorisation accordée au titre de l'une des législations ne vaut pas autorisation au titre de l'autre législation. Ça paraît compliqué comme ça. En réalité, si je devais, être un petit peu choquant pour vous, je vous dirais, un permis de construire, ça ne permet pas de construire. Voilà. Un permis de construire, ça permet de construire au titre de la législation du droit de l'urbanisme. Mais, si en même temps, il y a une autre législation qui s'applique, par exemple, on verra qu'il y a des règles spéciales, mais prenons cet exemple en dehors du droit positif, en quelque sorte, j'allais dire, si c'est un immeuble de grande hauteur, ou si c'est un immeuble recevant du public, ou si c'est un monument historique, eh bien, il existe d'autres législations spéciales. Ces législations, vous les connaissez, ce sont des polices spéciales. Vous les avez vues en deuxième année comme des droits de police. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez ouvrir un immeuble à du public, eh bien, vous devez remplir dans cet immeuble des obligations spéciales. Et tant que vous n'avez pas l'autorisation pour ouvrir au public, vous ne pourrez pas l'ouvrir au public. Que demande cette législation spéciale? Elle demande ce qu'il y a là, c'est-à-dire des extincteurs, des indications qu'il y a un extincteur au niveau de la vue, et vous pouvez vous retourner partout. Vous avez le petit panneau avec un extincteur et un feu rouge en haut et bleu en bas, qui va être là-haut, je le vois moi d'ici, d'accord? Qui va être là-haut, je le vois moi d'ici, et je sais donc que dans cet amphithéâtre, il y a au moins un extincteur là, un là, un là, un là, 4 extincteurs. Ça, pourquoi est-ce qu'on y est obligé? Pourquoi est-ce que l'endroit où on sonne l'alarme, où on peut ouvrir ou fermer, de quoi évacuer la fumée, eh bien, c'est en rouge? Eh bien, parce que la législation sur les immeubles recevant du public l'oblige. Souvent, ces législations-là, elles sont par exemple, bonjour les IMO, dans le Code de la construction de l'habitation. Ce sont des règles de sécurité qui sont dans ce code-là. Comprenez-moi. Moi, je veux ouvrir une université. Je veux y recevoir du public, les étudiants. Eh bien, je dois à la fois avoir mon permis de construire pour construire l'université, mais aussi mon immeuble recevant du public. Si c'est une tour, mon université, je vais avoir mes textes sur les immeubles de grande hauteur, qui vont impliquer des normes incendie particulières. On était le 11 septembre, il n'y a pas longtemps, je ne fais pas d'image sur l'incendie dans une tour. Il y a d'autres législations qui vont imposer d'autres règles. Vous le savez aussi, quand on est sur un monument historique, le Code du patrimoine oblige à avoir des accords des architectes des bâtiments de France pour pouvoir construire, pour faire son projet architectural. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs législations qui sont applicables dans une opération de construire. Eh bien, le principe, c'est l'indépendance des législations. C'est-à-dire que l'autorisation accordée au titre d'une législation, c'est ce que je vous ai dicté, ne vaut pas autorisation au titre d'une autre législation. Si j'ai mon permis de construire, mais que je n'ai pas mon autorisation de recevoir du public, je ne peux pas ouvrir mon université. Alors, souvent, j'aime bien comparer ça à comme une grande avenue. Vous savez, parfois, on a une grande avenue toute droite, sur laquelle on va avoir des feux tricolores. Et puis vous voulez vous rendre d'un point à un autre, tout au bout. Donc vous êtes sur l'avenue. Les feux tricolores, c'est les différentes législations. Le seul moyen d'aller au bout de l'avenue, c'est que tous les feux aient été verts, à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que si vous avancez, même jusqu'à la fin, jusqu'au dernier, vous avez eu toutes les autorisations, mais pas à la dernière, vous n'irez pas jusqu'au bout de l'avenue. Vous serez bloqué. Et au milieu, il peut y avoir 3 feux verts et un feu rouge. Et le moment où, en fait, vous serez bloqué à un feu rouge alors que les autres sont verts après, ça vous empêchera aussi d'aller au bout. Le seul moyen d'aller au bout, c'est que tous les feux soient verts. Je transpose ça à mon indépendance de législation. Le seul moyen de construire quand il y a 4 autorisations à avoir pour construire ce qu'on veut construire, c'est d'avoir les 4 autorisations. Ce principe-là, c'est un principe du droit de police administrative. Donc, l'indépendance de législation, c'est un principe plus général que le droit de l'urbanisme qui vaut, par principe,
pour les autorisations de police administrative. Alors, son application en droit de l'urbanisme a été spécialement claire dans un arrêt qu'on cite souvent, que je vous cite aussi, Conseil d'État, 1er juillet 59, Piard, P-I-A-R-D. Conseil d'État, 1er juillet 59, Piard, numéro 388-93. Numéro 388-93, si vous voulez le trouver rapidement sur Légifrance. Cet arrêt dit pratiquement clairement, un permis de construire ne permet pas de construire. Un permis de construire ne permet de construire que au regard du droit de l'urbanisme. Soit dit en passant, les permis de construire sont toujours accordés sous réserve du droit des tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple, vous avez un permis de construire, mais que vous êtes limité dans votre construction par une servitude de droit privé sur votre fonds, eh bien, vous ne pouvez pas construire. Si vous voulez mettre d'énormes baies vitrées, alors qu'il y a une servitude de vue, vous n'avez pas le droit de regarder le fond d'à côté, eh bien, en fait, vous ne pourrez pas construire votre baie vitrée. Elle sera légale au regard du droit de l'urbanisme et celui qui a instruit le permis aura été légitime à vous la donner. Il aura dit oui, le permis, il me va, au regard du droit de l'urbanisme, ça me va. Mais s'il y a une servitude conventionnelle avec le fond d'à côté qui dit non, aucune vue de ce côté-là, eh bien, en fait, vous ne pourrez pas construire parce que votre voisin va vous attaquer en droit privé, il va avoir raison, il va gagner, vous allez devoir reboucher vos baies vitrées. Et que si vous aviez respecté au départ votre servitude, eh bien, vous auriez fait un autre projet pour avoir la lumière de l'autre côté. D'accord? Donc, le permis de construire, même vis-à-vis du droit privé, il est accordé sous réserve du droit des tiers. Alors, parmi les législations extérieures qui vont souvent jouer, on va par exemple avoir les ICPE, les installations classées pour la protection de l'environnement. Les ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Où historiquement, le Conseil d'État a dit, oui, c'est indépendant, vous pouvez avoir le permis de construire, mais si vous n'avez pas l'ICPE, vous ne pouvez pas construire. Conseil d'État, 18 mai 84, je donne quelques exemples pour que vous ayez en tête des arrêts du Conseil d'État disant, oui, indépendance des législations entre le droit de l'urbanisme et les autres législations. D'accord? Donc, vis-à-vis des ICPE, Conseil d'État, 18 mai 1984, ministre de l'Équipement contre Gourat, G-O-U-R-A-T. Ministre de l'Équipement contre Gourat. Autre jurisprudence, rendant indépendante le droit de l'urbanisme avec les textes sur les grandes surfaces. Le texte sur les autorisations pour les grandes surfaces. Ce qu'on a appelé avant la loi Royer, puisque quand elle a été mise en place en 1973, pour protéger les centres-villes, on a contrôlé des grandes surfaces en banlieue, et ça s'appelait la loi Royer en 1973. Conseil d'État, section 17 décembre 1982. Conseil d'État, section 17 décembre 1982. Société Angelica Optique, Centrex. Centrex, c'est bizarre comme écriture, c'est donc Conseil d'État, 17 décembre 1982, Société Angelica Optique, Centrex. Optique QE à la fin. Angelica Optique Centrex. Ne me demandez pas pourquoi le gars a appelé sa boîte comme ça, j'y suis pour rien. Numéro 355-54. Et puis, indépendance du droit de l'urbanisme vis-à-vis du droit de la construction, troisième arrêt. Indépendance du droit de l'urbanisme vis-à-vis du droit de la construction. C'est-à-dire qu'on peut accorder un permis de construire, mais potentiellement, dans ce permis, il y a des règles contraires au code de la construction et de l'habitation. C'est possible. D'accord ? Conseil d'État, 9 octobre 81. Association de défense de l'environnement. Association de défense de l'environnement,
Paton, Montesquieu. Association de défense de l'environnement, Paton, Montesquieu. P-A-2-T-O-N-Montesquieu. Comme un auteur dont vous avez peut-être entendu parler. Alors, ça, c'est le principe. On parlera des tempéraments après. Mais le principe est là. Droit de l'urbanisme, les autorisations, ça vaut pour le droit de l'urbanisme. Le droit des CPE, ça vaut pour les droits des CPE. Ce qui veut dire que cette situation a quelques défauts et avantages sur les administrés. Donc, quels sont les effets de ce principe sur les administrés? D'abord, des effets négatifs. Effet négatif, il y en a un principal, c'est qu'ils doivent se renseigner eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est aux administrés de se poser la question, d'aller voir des conseils juridiques pour avoir une idée de l'ensemble des législations qui sont applicables à leur opération, à l'opération qu'ils veulent mener. Donc celui qui veut construire un bâtiment de bureau de grande hauteur, il doit se dire « Ah oui, j'ai le droit de l'urbanisme, j'ai le droit des immeubles de grande hauteur, j'ai le droit de ça, voilà, hein, le droit des établissements recevant du public, et donc je vais devoir penser moi-même à demander toutes les législations. » Ça, c'est le grand aspect négatif. Il peut aussi y avoir un aspect favorable, l'air de rien. Aspect favorable, c'est que chacune de ces législations demande des délais. Or, quand il y en a plusieurs différentes, eh bien, on peut avoir ces délais à temps masqué, comme on dit parfois. C'est-à-dire qu'on va toutes les demander en même temps. Et donc, on ne va pas avoir à demander d'abord l'autorisation d'urbanisme, puis quand on l'a demandé celle sur l'établissement de grande hauteur, puis quand on l'a demandé telle autre, non, on va demander toutes les autorisations en même temps. Ce qui veut dire que si chacune de ces autorisations c'est 1 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, eh bien en fait, ce sera la plus longue autorisation qui donnera le délai final. On aura des réponses dans toutes les législations en même temps. Alors que si on devait faire avoir une autorisation qui demande tous les effets pour les autres, eh bien en fait, ça prendrait tout un circuit administratif parfois trop long. Donc il peut y avoir, dans certaines hypothèses, du temps gagné à avoir cette situation d'indépendance des législations. Alors, l'air de rien, il faut reconnaître que ce n'est pas très favorable à l'administrer. Parce qu'il n'y a pas de dépendance justement de l'une à l'autre. Ce qui fait qu'il y a comme quelque chose de stupide pour l'administré qui est là à faire des démarches folles, alors que de toute façon, il y en a une qui ne pourra peut-être pas avoir avec le projet qu'il a prévu. Donc l'idée qu'on a des autorisations mais qu'on ne peut toujours pas construire, c'est une très mauvaise vision de l'administration. En fait, c'est l'administration qui reporte toutes les difficultés sur l'administré qui doit se débrouiller. On n'est pas du tout dans l'optique actuelle du CREPA, le nouveau code des relations entre le public et l'administration, d'une administration qui doit aider l'administré. On n'est pas dans l'optique des services en ligne tels qu'on les connaît aujourd'hui, on est dans l'optique classique de l'administration qui ne fait que vous mettre des bâtons dans les roues. C'est un peu un problème en termes de construction de logements. On sait qu'on est en manque de construction de logements. Et dans un souci d'accélération, eh bien, le droit de l'urbanisme a subi de nombreuses réformes visant à limiter l'impact et les situations d'indépendance des législations. De plus en plus, le Code de l'urbanisme va prévoir des liens entre législations, des liens de différentes sortes. Alors pour ce qui est de la planification, le droit de l'urbanisme va prévoir de plus en plus de liens entre les différents plans. Non pas les plans d'urbanisme, mais les plans d'urbanisme et les plans externes. Vous avez fait l'an dernier du droit de l'environnement, droit général de l'environnement. En droit de l'environnement, vous savez qu'il y a de nombreuses planifications. Eh bien, le droit de l'urbanisme, de plus en plus, utilise ces documents externes en annexe des PLU.
c'est l'article L153-60 qui va prévoir qu'un certain nombre de plans vont être annexés au PLU. On va penser par exemple aux servitudes d'alignement. Hein, vous savez, c'est quand on veut que les roues soient droites, qu'il n'y ait pas un immeuble qui dépasse, etc. Voilà, servitudes d'alignement, elles vont être mises en annexe du PLU. Ou même les fameux plans de prévention des risques, les PPR. Alors, je vous préviens, je ne l'avais pas dit déjà, mais il y a énormément d'acronymes en droit de l'urbanisme. C'est la folie. Donc, il faudra connaître ces acronymes. À chaque fois, j'essaie au maximum en cours de ne pas utiliser que l'acronyme. Éventuellement, plus et Scott. Les autres, à chaque fois que j'en dis un, je vous le précise. Et si je ne le fais pas, vous n'hésitez pas, vous levez la main en disant « Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là » Restez pas dans j'ai 3 acronymes, je comprends pas ce que ça veut dire. J'essaye de ne pas le faire, mais ça peut parfois m'échapper. Donc n'hésitez surtout pas à me reprendre en disant « Mais c'est quoi ça ?» Je veux que vous me suiviez au fur et à mesure. Pas que vous disiez avec une table d'acronymes pour pouvoir m'écouter ou me lire. D'accord ? Voilà. Les plans de prévention des risques, les PPR, sont annexés. Vous connaissez l'histoire malheureuse de la Faute-sur-Mer ? Vous connaissez cette ville, la Faute-sur-Mer ? C'est en Charente-Maritime, il y a une énorme tempête, et pendant cette énorme tempête, eh bien, il y a toute une zone qui a été inondée et qui a fait, je ne sais pas, une quinzaine de morts de mémoire, quelque chose comme ça, on leur rend hommage ici, notamment des vieilles personnes qui ont été coincées, l'eau a monté tellement vite qu'elles ont été coincées contre leur plafond, elles sont montées dans leur comble, et puis l'eau a continué à monter, elles ont été noyées dans leur comble parce qu'il n'y avait pas de quoi sortir. Bref, des morts assez atroces, par noyade, en pleine nuit, quelque chose de moche. Le problème, c'est que le plan de prévention des risques savait que cette zone-là était complètement inondable et aurait dû conduire le plan d'urbanisme à ne surtout pas rendre cette zone habitable. Mais le droit de l'urbanisme, je ne sais plus si le plan avait été changé, je pense que oui, mais en l'occurrence, les permis ont été donnés. C'est pour ça que je pense que le plan a été changé. Donc, le maire de la commune a fait un plan d'urbanisme en disant « Cette zone-là, au bord de la mer, elle est très pratique, je vais donner les permis de construire. » Et puis, quand on a donné 1 ou 2 permis, on se sent obligé de donner les autres, parce qu'il n'y a pas de raison de les refuser pour des questions de risque. Et puis, du coup, on remplit tout un quartier de maisons, alors qu'on sait qu'il y a un plan de prévention des risques. Et le fait que les deux législations soient indépendantes a fait qu'on n'a pas appliqué le plan de prévention des risques contre le droit de l'urbanisme. Et par conséquent, quand il y a eu la tempête prévue par le plan de prévention des risques, le droit de l'urbanisme a fait aucune protection, et les gens sont morts, et depuis, qu'est-ce qu'on a fait? On a rasé toutes les maisons, on a rendu à la nature cet endroit-là et toutes les maisons qui y étaient. D'accord? La volonté de cet article L153-60, c'est que ça n'arrive plus. À partir du moment où on met le plan de prévention des risques en annexe du PLU, n'importe qui peut aller devant le juge contre le PLU en disant « Regardez, il y a une incohérence en annexe. Le plan de prévention des risques dit que c'est inconstructible, parce qu'il peut y avoir jusqu'à 5 mètres d'eau à cet endroit-là, ou au moins on devrait obliger à construire sur pilotis au moins le premier étage non habité, plutôt le rez-de-chaussée non habité, le premier étage qui serait seulement habité, des choses comme ça, ce qui existe à certains endroits où il y a des inondations, mais on ne peut pas avoir une incohérence totale au sein du PLU, c'est-à-dire entre les annexes et la planification ou la zone. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un moyen de lutter contre les problèmes de l'indépendance des législations. Deuxième moyen, il est plus compliqué et il est très propre au droit de l'urbanisme. C'est une volonté, dans les permis cette fois-ci, de rendre plus cohérent l'octroi des permis et l'octroi des autres législations. On va lier de différentes manières l'octroi du permis et l'octroi des autres autorisations issues des autres législations. Alors, on peut faire 4 petits tirets différents. Il y a 4 situations différentes qu'on rencontre dans le Code de l'urbanisme. 4 situations différentes, 4 façons de lier les règles d'urbanisme de construction et les autres règles, les autres polices administratives. La première façon, c'est quand le permis d'urbanisme, la déclaration préalable, l'autorisation d'urbanisme, tient lieu d'autorisation pour une autre législation, au titre d'une autre législation. Quand l'autorisation d'urbanisme tient lieu d'autorisation au titre d'une autre législation.
quelques articles. Ah, ce sont les articles L425.1 à 3, L425.1 à 3, plutôt -1 à -3, hein, vous m'avez compris. R425-1 à -15.1 du Code de l'urbanisme. Dans ces hypothèses, celui qui veut un permis va le demander et on va l'obliger à mettre d'autres documents dans cette demande. Et c'est la mairie elle-même qui va transmettre aux autres administrations, pour avis, ces documents supplémentaires et la demande d'autorisation. Donc, la mairie, la plupart du temps, va transmettre aux autres administrations pour avoir un avis. La mairie va attendre et recevoir les avis. Et quand elle donne le permis, ça vaut non seulement au titre du droit de l'urbanisme, mais aussi comme autorisation de ces autres législations. On rencontre ces hypothèses, notamment dans les constructions aux abords d'un monument historique ou d'un site patrimonial remarquable. Aux abords d'un monument historique ou d'un site patrimonial remarquable. Dans ces deux cas, il doit y avoir des avis, notamment aux abords d'un monument historique, il faut l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc, la demande de permis va être faite, et puisque vous savez que vous êtes près d'un monument historique, vous allez directement mettre des documents pour l'architecte des bâtiments de France. Pour être très concret, ça va souvent être des documents très précis sur les travaux que vous voulez faire, les matériaux que vous allez employer. Que l'ABF voit si vous ne détruisez pas quelque chose d'historique, voit si vous rénovez dans les règles de l'art, avec les bons matériaux. Est-ce que quand vous allez refaire votre ravalement de façade, vous demandez une autorisation d'urbanisme, est-ce que vous respectez en faisant de la chaux ou est-ce que vous allez mettre du sale béton dessus? Si lui, l'ABF, considère que près d'un monument historique, il faut de la chaux, il va vous obliger à mettre de la chaux. Et si lui a un retour, un avis négatif, le maire, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas vous donner votre permis de construire. Si vous redemandez en mettant de la chaux, à ce moment-là, l'ABF va faire un avis positif, et à ce moment-là, tout simplement, le maire va vous donner le permis qui va valoir pour lui et pour les travaux aux abords des monuments historiques. C'est compris? C'est le plus simple, comme ça. Deuxième situation, le permis est subordonné à un accord express d'une autre législation. C'est très proche tous les deux. La situation est très peu différente, sauf que ce n'est pas un simple avis, on va avoir une vraie demande d'accord par la mairie aux autres autorités administratives. À la fin, on a deux autorisations. On n'a pas un permis qui vaut pour l'autorisation, on a les deux autorisations. Mais on a bénéficié d'un guichet unique, comme on dit. Tout le monde comprend l'idée du guichet unique? Qui ne comprend pas? Levez la main. Non? C'est bon, vous avez tous compris? Voilà. On a un seul endroit où on dépose les dossiers, mais on va bien avoir les deux autorisations. Cette situation, on la rencontre notamment pour les autorisations d'aménagement commercial. Donc, quand on demande à construire une grande surface, une surface de commerce, en tout cas. Quand on demande à construire une surface de commerce, on fait les deux demandes au même endroit. À la fin, on aura les deux autorisations en même temps. OK? Voilà. Troisième hypothèse, c'est celle dans laquelle c'est le permis ou la déclaration des préalables, c'est l'autorisation d'urbanisme qui va disparaître au profit de l'autre autorisation qui va valoir autorisation d'urbanisme. C'est un peu l'inverse de la première situation. Vous allez déposer une demande, par exemple, pour les éoliennes, ou une demande pour les enseignes extérieures, la publicité, voilà. Une demande pour les éoliennes, par exemple, c'est un bon exemple. Eh bien, vous allez demander une autorisation d'éolienne, et vous mettez tous les éléments du permis de construire dans votre demande, et c'est celui qui s'occupe de l'autorisation d'éolienne qui va demander à la mairie si c'est conforme au PLU. Et quand vous aurez votre autorisation d'éolienne, elle vaudra permis de construire ou déclaration préalable. D'accord? C'est la troisième situation. Quatrième et dernière situation,
Alors, pardon, la troisième, je vous donne les articles quand même pour aller vérifier, voir d'autres cas. Hein. C'est les articles L425-5, L425-5 et R425-23 à 29-2. L425-5 et R425-23 à 29-2. OK? Quatrième hypothèse, donc, c'est celle dans laquelle la délivrance d'un permis va être différée dans l'attente d'une autre formalité, au titre d'une autre législation. Donc vous allez poser votre permis et on va vous dire, nous, on attend, on vous le donnera que quand vous nous aurez donné le papier de l'autre administration. D'habitude, vous deviez faire tout éventuellement en temps caché, hein, en demandant en même temps. Là, vous n'aurez votre permis, vous ne pouvez faire une vraie demande complète que quand vous aurez apporté le document qui vous accorde à l'autre législation. C'est là une situation assez défavorable à ceux qui demandent des permis, cette situation, cette quatrième, il faut le dire, hein, puisque ça l'oblige à attendre beaucoup plus longtemps. Sont les articles L425-6 à 15, L425-6 à 15 et R425-30 et 31. L425-6 à 15 et R425-30 et 31. Par rapport à la deuxième situation, c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de guichet unique. D'accord ? C'est une absence de guichet unique. Mais on lie, dans un ordre particulier, une autorisation à une autre, puisqu'on est obligé d'en avoir une pour demander la suivante. Alors, c'est le cas pour les autorisations de défrichement, par exemple, ou les projets de cinéma relevant de l'article L212-7. De quel code, à votre avis, pour le cinéma? Qu'est-ce qui a un code en tête? Un code que vous devez tous connaître. Le quoi? Non, pas la culture. Ça aurait pu, bien joué, c'est pas ça. Pour le cinéma, il y a un code. Le code du cinéma et de l'image animée. Vous ne connaissiez pas celui-là? Voilà, le code du cinéma et de l'image animée. Article L212-7 du CCIA, code du cinéma et de l'image animée. Ce rêve bleu, c'est ça, c'est l'image animée. Voilà, c'est l'heure. Je regarde si je n'ai pas une toute petite chose à vous dire. Oui, si je vous dis juste ça, une jurisprudence, pardon, Conseil d'État, on passera à un paragraphe suivant, ça je préfère finir. Conseil d'État, 24 février 2016. Conseil d'État, 24 février 2016. EARL Anderlin. Anderlin. EARL Anderlin. Hein, Marcel Anderlin. Dans cette jurisprudence, le juge administratif s'est montré assez hostile à l'indépendance des législations. En fait, de lui-même, de manière jurisprudentielle, il a fait une exception à l'indépendance des législations en droit de l'urbanisme. Vous verrez que dans cette jurisprudence, il a annulé un permis parce que la construction ne respectait pas les distances avec un ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement, c'est les décharges, c'est les usines, etc. Hein. Il ne respectait pas les distances avec une ICPE prévues dans les textes sur les ICPE. Normalement, on aurait pu dire, il y a le texte ICPE qui est indépendant de l'urbanisme. Mais là, le juge a dit, oui, mais il n'y a pas vraiment d'autorisation à demander, parce que ce n'est pas une ICPE, c'est à côté. Et donc, puisqu'il y a une distance minimum fixée dans les règles sur les ICPE, que la construction est avant, ce n'est pas vraiment le droit de l'urbanisme, mais j'annule quand même le permis de construire. Donc, vous voyez, il a été assez subtil pour ne pas faire de l'indépendance de législation bête et méchante, j'allais dire. Voilà. Écoutez, à demain après-midi. Bonne fin de journée.